Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Sony. Ce soir, nous accueillons un maître du paysage. Alioum Chapelle est spécialisé dans les photos de paysage et ce soir, il vous présente quelque chose de très actuel. Comment photographier les fleurs au Allerbos. Ici, quelques jours, ils sont complètement en fleurs, ils sont super beaux avec les feuilles des arbres qui sont verts, un vert magique. Et en plus, ce matin, Alioum a déjà fait un interview à Allerbos pour la RTBF. Donc, bientôt, vous pourriez le regarder à la télévision aussi. Moi, je dis bienvenue à Lyon. Merci Francis et bienvenue à tous les participants. Donc, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter un sujet qui me tient vraiment à cœur, la photographie au Bois de Halle au printemps. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser déjà pendant la présentation. Mais de toute façon, il y aura une séance questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions qui sortent un peu peut-être du sujet sur lequel je suis en train de parler, ben, vous pouvez poser plutôt ça à la fin. Si vous avez des questions vraiment qui ont trait directement à ce dont je suis en train de parler, ben, posez-les peut-être pendant la présentation. Alors avant de commencer, je vous montre un petit plan du webinaire. Je vais parler rapidement de moi et de ma carrière de photographe, puis je vous parlerai du matériel à amener au Bois de Halle. Je ferai ensuite une présentation du Bois de Halle et de la forêt, et puis de quelques petits points importants de logistique, on va dire. Ensuite, je vous expliquerai quel est le meilleur moment pour s'y rendre, tant en termes de fleurs que de météo. On continuera par une partie sur plus la prise de vue, la composition, le cadrage, comment prendre une belle photo là-bas en fait, et puis je terminerai par un petit point sur le post-traitement, en vous expliquant notamment quelques détails sur les harmonies de couleurs, sur la balance des blancs, et on finira, comme je vous l'ai dit, par une séance questions-réponses. Alors, pour commencer, je vais vous parler de moi. C'est pas ce que j'adore faire, mais bon, c'est quand même bien que vous sachiez qui je suis. Donc, je m'appelle Alioum Chapelle. Je suis photographe essentiellement de paysage, professionnel. Je fais ça vraiment à plein temps. J'ai commencé la photo en 2013, donc ça va faire ça fait 9 ans en fait. Et je suis passé photographe à plein temps en 2017 après avoir fini un master en histoire. Ensuite, je suis devenu ambassadeur Sony. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Et puis après, j'ai commencé à faire des voyages photos avec Photographe du Monde, qui est une agence vraiment consacrée au voyage pour la photo en France. Et ça occupe en fait l'essentiel de mon temps pour le moment, c'est voyager et donner à côté des cours particuliers de photo. Je fais aussi un peu de tutoriels vidéo pour tout ce qui est post-traitement. Vendre des images, mais à notre époque, c'est plus hyper rentable parce qu'il y a plus tant de demandes que ça, donc c'est pas la partie la plus importante de mon travail, et puis par exemple aussi faire des presets, et puis toute une série d'autres revenus qui sont un peu aléatoires, vendre des photos à un magazine ou des choses comme ça, des revenus non récurrents. C'est une question qui revient souvent, comment est-ce qu'on vit de la photo de paysage? Difficilement en vendant des images, plutôt en donnant des cours, en organisant des voyages photos, parce qu'il y a vraiment une demande de plus en plus importante de la part des gens d'apprendre la photo, et d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes là, j'imagine. Et donc, ça me permet de vivre de ma passion et en même temps de partager ça avec du monde, ce qui est très agréable. Au niveau des voyages photos, je vous montre quelques destinations rapidement pour ceux que ça intéresserait. Je fais notamment les Lofoten en hiver, les Dolomites automne ou été, l'Écosse un peu à toutes les saisons, la Bretagne que j'aime beaucoup, et aussi la Slovénie. Et puis là, la semaine prochaine, je ferai un voyage en Belgique. Donc bon, pour les Belges, c'est pas très intéressant, mais comme j'ai beaucoup de clients qui viennent de France, c'est très intéressant pour eux. Ça leur permettra de découvrir Bruges, Gand et le Bois de Halle. Donc voilà, ça, c'en est assez pour parler de moi. Je vais vous parler de choses un peu plus intéressantes maintenant et qui vous concernent directement. On va commencer par le choix du matériel. Qu'est-ce qu'il faut amener au Bois de Halle pour prendre des belles photos? Alors, tout d'abord, un boîtier, mais ça, je pense que tout le monde en a un et c'est pas forcément intéressant de commencer à détailler quel boîtier. C'est pas ça qui fera la bonne photo. Donc, un boîtier, peu importe lequel c'est, tant que vous pouvez avoir un mode manuel et avoir des objectifs interchangeables. En termes d'objectifs, on pourrait amener le grand angle. Moi, j'ai déjà fait des photos, je vous en montrerai une avec.
prises avec, mais c'est clairement pas l'optique la plus facile à utiliser là-bas parce que dans la forêt, il y a tellement d'éléments qui partent un peu dans tous les sens. C'est très très dur d'avoir une composition qui est lisible avec le grand angle. J'aurais tendance à plutôt privilégier un objectif transstandard, donc par exemple un 24-105, un 24-70. Ça, c'est déjà un bon premier choix et ça vous donne toujours un relativement grand angle si jamais vous avez envie d'essayer de faire une photo un peu plus large. Et ensuite, mon objectif vraiment de prédilection, c'est le téléobjectif. Alors, ça peut être un 100-400. J'ai même aussi utilisé un 200-600. Je vous montrerai une ou deux photos faites avec, mais globalement, je trouve que le 100-400, c'est l'idéal. Le 70-200, vous allez être parfois trop court et certains détails que vous voudriez isoler, vous serez pas capable de le faire. Donc, vraiment, si possible, un équivalent 100-400 en plein format ou l'équivalent APS-C. Et alors, si vous êtes amateur de macro, vous pouvez toujours prendre un objectif macro, ça vous permettra de faire un peu du détail des fleurs. Je vais vous montrer à chaque fois un exemple par objectif, comme ça vous permet de situer un peu, avant d'y aller, quel type de cadrage ça va donner. Voilà, ici, ça c'est un cadrage au très grand angle, je pense que je devais être à 14 ou 12 mm. Et vous voyez, ça fonctionne plus ou moins, mais c'est quand même assez fouillé au niveau de l'arrière-plan, et il faut vraiment des conditions spéciales pour que ça donne quelque chose. Par contre, dès qu'on passe sur des focales un peu plus zoomées, donc par exemple ici un transstandard à, je pense, 75 mm, mais ça permet déjà de simplifier un petit peu plus la scène, et donc c'est plus harmonieux. Puis moi, je trouve l'idéal, c'est vraiment le téléobjectif qui va permettre d'isoler des éléments intéressants, de compresser les perspectives, et aussi de créer un peu de flou d'avant-plan et d'arrière-plan, qui permettent encore de simplifier la scène. Mais tout ça, je reviendrai un peu plus en détail dans la partie sur la composition à la fin du webinaire. Et pour finir, un exemple de photo macro. Moi, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est un peu le genre de choses qu'on peut faire avec un macro, des détails. On peut aussi photographier, il y a des insectes, des papillons sur les fleurs. Ça, honnêtement, c'est pas mon domaine, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais si vous êtes amateur ou que vous en avez un, ça vaut toujours la peine de le prendre avec vous et d'essayer, quand la lumière est un petit peu moins bonne pour la photo de paysage, essayer de faire un peu de macro. Et pour le reste, quelques autres éléments vraiment utiles, voire indispensables, le trépied, un L bracket ou une plaque en L qui va vous permettre de changer l'appareil du mode portrait au mode paysage plus facilement. C'est pas indispensable, mais honnêtement, je vous le recommande fortement parce que c'est beaucoup plus agréable pour faire de la photo de paysage en général. Une télécommande, si on n'a pas envie d'utiliser le retardateur. Personnellement, moi j'utilise presque toujours mon retardateur là-bas, mais si vous avez envie de faire ça à la télécommande, c'est possible aussi. Et puis, un outil qui est vraiment pratique, c'est le filtre polarisant, parce que ça va vous permettre notamment de supprimer les reflets. Je vois que, est-ce que tout le monde voit les slides ou il y a un problème? Parce que je vois qu'une personne me dit qu'on est coincé sur une slide. Est-ce que vous pouvez répondre dans les commentaires si vous voyez que ça change? Ici, moi, je suis au slide numéro 2, autre. Oui, c'est ça. Donc c'est peut-être juste Erwin qui a un problème. Donc, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux que Erwin se déconnecte et se reconnecte. Oui, ouais, donc ça a l'air de marcher chez tout le monde. Donc à mon avis, c'est plutôt un problème chez toi, Erwin. Donc déconnecte-toi, reconnecte-toi et normalement ça devrait fonctionner. Donc pour le fil polarisant, en fait, ça permet de supprimer les reflets sur les feuilles et sur le feuillage, et donc ça va permettre de densifier les couleurs notamment et d'enlever les zones très très claires qui arrivent quand on a la lumière du ciel qui se reflète sur les feuilles. Donc c'est plutôt pratique. Moi je l'utilise parfois, parfois pas. C'est un peu à tester en fait en fonction des conditions. Alors ce sera tout pour le matériel. Si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à les poser sur le matériel. Alors, pour ce qui est du bois de Halle en lui-même, je vais vous présenter un peu le lieu pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une forêt d'à peu près 550 hectares qui se trouve essentiellement en Flandre. Il y a un petit bout en Wallonie et on est au sud de Bruxelles. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment tout près de Bruxelles et c'est assez surprenant au final d'avoir une telle forêt aussi proche d'une capitale. Et un petit fait intéressant, c'est qu'en fait, elle a été complètement détruite pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands, et tous les arbres ont été replantés, en fait. Donc c'est une forêt qui est relativement jeune, pour la partie avec les hêtres. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas replanté les arbres en ligne comme on le fait souvent, ça a été planté de manière très aléatoire, donc
on dirait que c'est une forêt tout à fait naturelle, alors qu'au final, c'est une création qui a à peu près 100 ans. Voilà, ici un plan plus détaillé. Globalement, la partie la plus intéressante à photographier, elle se trouve surtout ici, dans le centre de la forêt. Vous pouvez regarder en fait sur Google Maps, vous voyez en fait que certaines zones ont une teinte différente, et en général, ça c'est les zones de hêtres, et c'est les zones qui sont les plus dégagées, tandis que par exemple, les zones plus sombres, ça va être des sapins ou des pins, et là, il n'y a pas du tout de jacinthe parce qu'elle ne pousse pas en dessous de ces endroits-là. Donc ça peut être bien de regarder sur Google Maps aussi par au-dessus, on peut voir les zones qui potentiellement sont les plus intéressantes. Au niveau de l'accès, c'est important à savoir que on y arrive relativement facilement en voiture en dehors du week-end. Si vous y allez le week-end, le problème se complique beaucoup plus. Il faut savoir qu'en fait la route ici, qui permet d'accéder au centre, est fermée le week-end. Donc les parkings P2, P3 et P8 ne sont pas accessibles. Et donc il faut essayer de se parquer plus en dehors de la forêt sur P7, P10, P9, P5. Si vous y allez tôt le week-end, ça devrait pas poser trop de problèmes, mais si vous essayez d'y aller en journée, ce que je ne vous recommande vraiment pas le week-end, vous n'arriverez pas à vous parquer. Donc voilà, à noter, si vous avez la possibilité, c'est mieux en semaine. Moi j'y suis allé ce matin, il y avait quasiment personne, donc c'est nettement plus agréable. Et au niveau de l'horaire, comme on va faire le lever du soleil, on est là de 6h30 à 8h, donc si vous travaillez pas trop loin, vous pouvez même le faire avant d'aller travailler. J'ai des amis qui le font, et ça marche bien. Donc voilà, je conseille vraiment, si vous pouvez éviter le week-end, c'est mieux. Alors, au niveau de la période, comme Francis le disait, on est au tout début, donc de mi-avril jusqu'à début mai. Ça varie d'année en année. Il y a des années où ça va arriver 2 semaines plus tôt, des années ça va arriver un petit peu plus tard. C'est vraiment lié à l'ensoleillement et à la température. Cette année, il a fait assez beau au mois de mars, puis on a eu du froid en début avril, et là, il recommence à faire beau, et donc ça va fleurir très vite. Actuellement, il y a un tapis qui est plutôt bien, on n'est pas encore au maximum, par contre, il n'y a pas du tout de feuilles sur les arbres, comme vous pouvez le voir ici, donc moi je trouve la forêt encore un petit peu triste, bon, ça reste très joli, mais j'aurais plus tendance à attendre le week-end prochain pour y aller, à mon avis ce sera mieux. Si vous y allez ce week-end, il y aura pas beaucoup de feuilles sur les arbres. Ça n'empêche pas de faire des bonnes photos, mais moi je trouve que l'ambiance est moins intéressante quand c'est comme ça. Et une bonne chose à savoir, c'est que si vous allez sur le site de Hallerboss, vous pouvez suivre, ils font des mises à jour quasi quotidiennes sur l'état de la floraison des jacinthes, et donc ça vous permet de voir, si vous n'êtes pas tout près, à quel moment c'est le bon moment pour y aller au niveau des jacinthes, et ils postent en fait quasiment chaque fois des vidéos, donc c'est vraiment pratique pour voir vraiment dans quel état est la forêt. Alors je vois que Julie demande à l'endroit pour le lever du soleil. Mais moi je trouve que la partie ici vraiment, où en fait on a le spot photo ici en flamand, mais la partie ici est vraiment bien placée pour le lever du soleil, parce qu'en fait il y a un vallon à cet endroit-là, et le soleil se lève ici, donc il rentre un peu plus rapidement dans la forêt, vu qu'on a moins d'arbres qui vont le bloquer. Donc oui, toute cette zone-ci est plus intéressante à mon avis. Vraiment ce carré ici. Et c'est là que vous allez trouver tous les photographes en fait, parce que quasiment tout le monde va dans cet endroit-là. Et donc si vous êtes là en semaine, vous vous parquez au P8 et il y a un quart d'heure de marche, c'est facile. Le week-end, là il faut se parquer un peu plus. Ici, il y a moyen de se parquer si on arrive très tôt, mais il faut marcher un petit peu plus. Après, ça reste relativement facile. Alors voilà, pour la période, vous avez une idée, j'expliquerai un peu plus après ce que ça change en fonction du moment où vous y allez. Alors quelques règles, parce que je trouve ça important de le rappeler, parce qu'il y a certaines personnes qui ne les respectent pas, c'est qu'il faut absolument pas sortir des chemins et vraiment éviter à tout prix de piétiner ou de marcher sur les jacinthes parce qu'elles sont extrêmement fragiles. Pour vous donner un exemple, il y a des chemins qui passaient dans les jacinthes qui ont été fermés en 2009-2010, et actuellement, il n'y a toujours pas de jacinthes qui ont repoussé à ces endroits-là. Donc, si vous marchez dessus, ça peut prendre 10, 15, 20 ans avant qu'elles repoussent. Donc, évitez de le faire, et si vous voyez des gens qui le font, dites-leur que c'est pas une bonne idée, parce que ça abîme vraiment sur le long terme. C'est pas juste sur cette année qu'elles vont être abîmées, c'est sur plusieurs années. Et une autre chose, essayez d'être relativement calme, parce que il y a pas mal de chevreuils et d'autres animaux qui se promènent là au milieu. Ils ont l'habitude des gens, mais
bon, si vous commencez à crier et tout ça, c'est quand même pas hyper agréable pour eux et aussi pour les autres personnes qui sont dans la forêt. Et aussi éviter de faire ce que certains photographes font, c'est-à-dire se coller juste à côté de vous pour copier votre cadrage. Moi je trouve ça un peu moyen. Je le fais avec des amis pour les embêter parce qu'on rigole, mais avec des gens que vous connaissez pas, évitez d'aller vous coller juste à côté d'eux ou derrière pour refaire la même photo. Ou alors attendez qu'ils partent si vous voulez vous mettre à cet endroit-là. Et une dernière chose, les chemins, ils sont pas très très larges, donc il faut éviter de mettre son trépied n'importe comment et de bloquer le chemin pour tout le monde. C'est un peu du respect de base, mais comme je vois que certaines personnes ne le font pas toujours, je trouve ça important de le rappeler. Et comme ça, c'est plus agréable pour tout le monde. Donc voilà, c'en est tout pour la partie sur le bois de Halle. Maintenant, je vais vous parler comment choisir le meilleur moment pour avoir la météo et l'ambiance la plus intéressante. Alors, la première chose, c'est la période. Comme je le disais, si on vient au début ou à la fin de la saison, il y a plus ou moins de feuilles visibles. Et ça donne une ambiance très très différente à la forêt. Je trouve que le fait qu'il y ait des feuilles, ça lui donne... en fait, ça va fermer surtout sur le haut de la forêt, donc la lumière se répartit de manière moins uniforme et plus directionnelle à l'intérieur. C'est difficile à expliquer, mais si vous essayez d'aller une fois au début et une fois à la fin, vous allez voir la différence. Mais globalement, les feuilles au-dessus de la forêt bloquent une bonne partie de la lumière, et donc c'est vraiment la lumière uniquement du soleil qui va venir éclairer, et ça donne une ambiance tout à fait différente. Donc moi je préfère, mais après ça peut aussi être bien en début de saison, surtout si vous avez du brouillard épais. Mais bon, c'est assez rare d'en avoir. Je pense qu'il y en avait peut-être aujourd'hui, mais j'ai pas pu aller assez tôt. Quand il y a un brouillard très épais, ça peut, je dirais, peu importe le moment où vous y allez, ce sera beau. Et comme je l'ai expliqué avant, le lever du soleil, c'est-à-dire vers 7 heures, il n'y a pas besoin d'être là une demi-heure avant le lever du soleil. Sauf si vous êtes jamais venu, si vous êtes déjà venu, vous arrivez vers 6h45, 7h, parce qu'il faut quand même attendre que le soleil monte un petit peu dans le ciel pour que ça vienne, pour qu'il vienne éclairer l'intérieur de la forêt. Je vois que Seb confirme qu'il y avait du brouillard ce matin. J'aurais bien aimé venir, mais ce n'était pas possible. J'espère qu'il en a bien profité. Alors voilà, un peu deux exemples du même endroit, pris à des moments différents. Là, on est plus au début, et vous voyez, il n'y a pas encore de feuilles sur la petite branche ici. Le tapis, il n'est pas encore très très bien. Cette photo-ci date de 2021 et celle-là de 2018, d'où le fait qu'il y ait un peu plus de branches qui soient arrivées, c'est que la photo est plus ancienne. Mais donc, ça permet un peu de voir la différence. Et ici, l'ambiance, je trouve, c'est un petit peu plus mort, c'est un peu moins vivant. Et c'est là que je dis, avec un brouillard épais, ça peut fonctionner assez bien, mais sinon, moi, j'aurais tendance à privilégier plutôt la fin, donc je dirais pour cette année, à mon avis, le week-end prochain et la semaine d'après, peut-être déjà milieu de cette semaine, ça c'est difficile à dire exactement, parce que les feuilles, elles sortent vraiment très très vite. Mais là, c'est plus une question de goût au final. Alors l'autre élément dont j'ai déjà parlé, c'est vraiment d'avoir le soleil, ça permet de donner du relief, de la profondeur. Ça permet, si on a de la brume, il va se diffuser à travers la brume, ça va faire des rayons. Ça vient aussi éclairer en fait le feuillage, et donc il est éclairé par derrière, ce qui lui donne un aspect un peu brillant, comme ça, un peu, oui, magique en quelque sorte, quand le soleil est assez bas, qu'on n'a pas si on vient un jour où il fait gris. Et ça permet aussi, on le voit pas trop, mais de dessiner les ombres des arbres qui servent de ligne directrice. On le verra sur une autre photo plus tard. Voilà ici deux exemples. Ça c'est pris à peu près à c'est pris la même année, je pense, mais avec ou sans soleil. Donc vous voyez que ça donne quelque chose de différent. Il n'y en a pas forcément une qui est mieux que l'autre. Là, c'est plus une question de goût. Moi, personnellement, je préfère le soleil, mais ça donne un rendu différent. En fait, celle-ci est peut-être plus douce. Ici, c'est plus contrasté. Mais je trouve que le fait qu'il y ait le soleil, ça crée un effet de contre-jour et donc ça masque un peu certaines zones mais qui sont un peu brouillons, comme les zones ici, qui sont un peu moins visibles. Et alors la dernière chose, et le paramètre, je trouve, qui est très important, en plus du soleil, c'est d'avoir un taux d'humidité le plus haut possible. Et donc ce que ça va faire, c'est soit ça va créer une brume, ou en tout cas diffuser la lumière, et s'il y a vraiment beaucoup d'humidité, vous aurez même un brouillard épais. Mais c'est ça qui crée cet effet un peu magique aussi de la lumière du soleil qui passe à travers
des particules d'eau dans l'air et qui est diffusée. Et ça permet aussi, notamment si vous avez un peu d'humidité sur les feuilles ou sur l'avant-plan, de saturer ces couleurs et de les faire ressortir. Et couplé à un polarisant, ça donne un effet plutôt sympa. Et une dernière chose, moi personnellement, j'essaie d'éviter d'y aller quand il y a du vent, parce que notamment ça va faire partir l'humidité dans l'air et donc on n'a pas du tout cet effet-là. Et aussi, vous allez avoir le problème, surtout si vous êtes là le matin et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, que vous allez commencer à devoir monter les ISO pour avoir une vitesse suffisante pour figer les feuilles ou les fleurs. Et donc, globalement, pour moi, c'est à éviter. Après, normalement, la période d'avril-mai, c'est assez calme au niveau du vent, mais évitez d'y aller s'il y a 20, 30 km/h de vent, ça n'empêche pas de faire des photos, mais l'ambiance sera tout de suite moins jolie. Et pour prédire un peu tout ça, ceux qui ont déjà suivi les autres webinaires, vous savez que j'utilise beaucoup Windy. C'est une application gratuite pour la météo, elle est disponible sur smartphone ou même en version desktop. Et ça permet d'avoir accès à plusieurs modèles météo. Ces modèles, en fait, c'est ce qui est utilisé après pour la météo à la télé. Ils interprètent ces modèles-là. L'intérêt, c'est que là, vous avez accès directement à ces données. Et donc, vous pouvez interpréter vous-même le modèle et donc voir à quel endroit et à quel moment c'est la bonne période pour venir. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples justement que j'ai pris pour ce matin, notamment avec une carte de vent, où on voit ici qu'il n'y avait pas du tout, presque pas de vent sur la zone. Une carte pour l'humidité assez élevée, donc ça c'est ce qui a permis d'avoir du brouillard. Après, comme j'ai pris ces cartes-là le mardi 12, ça avait encore changé hier soir, parce que hier soir il a plu plus que prévu par les modèles, et donc ça a généré un brouillard beaucoup plus épais que ce qui avait été prévu. Et c'est là que c'est bien de vraiment comprendre le fonctionnement de la météo si vous voulez le prédire le plus possible. Après, ici, une autre chose utile, la base des nuages. Donc vous voyez que les nuages sont à 0 mètre, ce qui veut dire brouillard. Et puis pour vraiment ceux qui débutent et qui n'ont pas envie de se casser la tête, Windy propose une fonctionnalité brouillard en fait. Et là, il va indiquer les zones où il y aura du brouillard. Après, c'est pas toujours précis à 100%, mais ça peut aider. Et si vous voyez, en tout cas, en général, quand Windy n'annonce pas de brouillard, à part dans certaines zones très humides, comme la vallée de la Dyle, par exemple, où là, il y en aura, dans une zone comme le Bois de Halle, qui n'est pas prompte à avoir du brouillard, il n'y en aura pas. Donc, si vous voyez pas de brouillard sur Windy, vous pouvez être sûr qu'il n'y en aura pas là-bas. Par contre, ça vaut quand même la peine de regarder le taux d'humidité, parce que même avec sans avoir du brouillard, mais avec une humidité suffisamment élevée, ça va créer cet effet magique. Alors maintenant, on va en venir au point peut-être vous intéresse le plus, comment photographier cette forêt. Alors personnellement, moi j'utilise le mode priorité à l'ouverture, c'est pas forcément important, si vous faites en mode manuel, faites-le en mode manuel. L'important c'est d'avoir une photo bien exposée. Ce qui par contre est bien à garder en tête, c'est quand souvent en photo de paysage, on a tendance à fort fermer, à se mettre à f11, f13, f16 pour avoir le plus de profondeur de champ possible. En forêt, parfois c'est intéressant de faire l'inverse et de se mettre à pleine ouverture. Bon, quand je dis pleine ouverture, c'est f5.6 sur les 100-400 par exemple, f6.3, 7.1, pour avoir moins de profondeur de champ justement et avoir des zones floues en arrière-plan et en avant-plan. Ça va permettre de simplifier l'image. Pour ce qui est de la vitesse, c'est pas très important. S'il n'y a pas de vent et que vous êtes sur trépied, je veux dire, peu importe la vitesse, c'est pas ça qui compte. Ça devient important si les feuilles ou les fleurs commencent à bouger, là il vous faut une vitesse suffisante pour les figer. Et puis dès que possible, restez à ISO 100 pour avoir la qualité d'image la meilleure possible. Au niveau de la composition, quelques conseils des points un peu génériques, peu importe où vous faites de la photo. Déplacez-vous, restez pas statique, vraiment se déplacer tant latéralement qu'en hauteur. Ne pas poser son trépied directement, et ça va de pair avec le fait de se déplacer. Et souvent, les photographes arrivent, ils sortent leur trépied à la hauteur de leurs yeux et ils s'installent là. C'est pas du tout une bonne pratique. Enfin, vous pouvez sortir votre trépied, mais ne mettez pas l'appareil dessus. Cherchez les compositions à main levée. Essayez de trouver un cadre qui vous plaît sans mettre le boîtier sur le trépied. Une fois que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît plus ou moins, vous mettez le trépied à cette hauteur-là et à cet endroit-là, et là, vous peaufinez le cadrage en cadrant un tout petit peu plus à gauche, à droite, en haut, en bas, mais c'est vraiment des petits ajustements. Le trépied, c'est vraiment un outil qui sert à stabiliser l'appareil et à peaufiner le cadrage.
C'est pas quelque chose qui sert à poser l'appareil et à se dire je me mets là, c'est bon, je réfléchis pas quoi. Donc vraiment chercher, se baisser, se déplacer avant de sortir son trépied. Et aussi une chose importante, c'est d'essayer d'isoler des détails. Je vais en reparler un peu plus par après. Et pour ceux qui connaissent pas, si vous avez jamais été, essayez d'arriver un peu plus tôt que le lever du soleil. Comme ça, vous pouvez déjà chercher un peu des compositions. Mais il faut pas non plus se braquer sur les compositions qu'on a trouvées avant le lever du soleil, parce que quand la lumière arrive et qu'elle dessine le relief, il y a des nouvelles compositions qui feront apparaître. Donc, c'est bien d'en faire une ou deux comme ça, mais après, il faut se déplacer et continuer à chercher, parce qu'en fait, avec la lumière et le soleil qui bouge, la lumière change, et donc, il faut vraiment pas trop rester concentré sur une seule composition. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de règles de base pour composer. Voilà la règle des tiers. Règle entre guillemets parce que c'est pas appliqué de manière absolue, mais souvent à cet endroit-là, avoir un tiers d'avant-plan et 2 tiers d'arbre forêt, ça marche bien, ou alors l'inverse, 2 tiers d'avant-plan et 1 tiers de forêt, mais souvent je trouve que c'est moins équilibré, mais vous verrez un exemple après. Et puis essayer de placer au moins un élément sur une des lignes de force pour équilibrer l'image. Ça, c'est un peu la base. Il faut juste pas appliquer ça absolument comme une règle, mais plus comme un guide. Et il faut pas hésiter à se déplacer un petit peu, parce que ici, si j'avais voulu mettre ce point-là en plein au centre de l'arbre ici, je me serais retrouvé à couper cet arbre-ci. J'aurais eu du vide des deux côtés, tandis que là, ça crée un petit élément en plus qui fait que la photo est pas trop symétrique. Tandis que si je l'avais coupé ici pour bien mettre sur la règle des tiers, ça aurait été un peu moins intéressant. Autre chose, jouer avec la profondeur de champ, comme je vous disais. Ici, je me suis mis assez bas, je me suis mis à pleine ouverture, et vous voyez que les jacinthes ici, elles sont complètement floues, puis c'est progressivement net vers l'arbre, et puis en arrière-plan, c'est de nouveau flou. Donc ça permet de créer la profondeur qu'on n'a pas à l'œil nu, et c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé, mais une grosse difficulté de photographier la forêt, c'est que nous, on la voit en 3D avec la parallaxe, vu que nos yeux sont décalés, donc on voit naturellement la profondeur. Mais dès qu'on transforme ce que nous on voit sur un médium en 2D comme la photo, on perd complètement cet effet de profondeur. Je vois que j'ai raté une question de Marc, que je salue d'ailleurs, qui demande si c'est photographiable en fin de journée. Ça fonctionne aussi d'aller au coucher du soleil, mais on n'a pas l'humidité en général, et donc on a une lumière qui est beaucoup plus dure et beaucoup moins diffuse. Donc personnellement, moi je préfère éviter. Si on n'a pas le choix, c'est mieux que rien, mais ce sera pas la meilleure ambiance, le coucher de soleil. Et puis il est moins bien situé au niveau de la forêt. Donc c'est possible, hein. Si vous savez pas y aller à un autre moment, allez-y quand même au coucher du soleil, vous apprendrez des choses, vous ferez des photos, sûrement certaines dont vous êtes content, mais globalement c'est mieux d'y aller le matin. Alors pour revenir oui, comme Dominique le dit, il y a plus de monde en fin de journée. Mais si vous allez au coucher du soleil, à mon avis, ça doit encore passer. Pour revenir ici, jouer avec la profondeur de champ, donc avec l'ouverture. Travailler en mode portrait. On voit souvent des photographes de paysage qui restent en mode paysage tout le temps. C'est un peu absurde parce qu'en fait, le mode portrait est tout aussi intéressant et devrait être utilisé tout autant, ou en tout cas quand c'est adapté. Et en forêt, ça marche toujours assez bien parce qu'on a la verticalité des arbres. Et donc, en utilisant ce mode portrait, ça permet vraiment de souligner cette verticalité, vous le voyez sur ces 3 images-ci, et de montrer un peu plus de l'arbre. Donc, essayez de faire vos photos, portraits, paysages, essayez les deux, c'est quelque chose d'important. Utilisez plusieurs plans, ça va avec ce que j'ai dit au niveau de la profondeur de champ. Ici, vous voyez que j'ai du flou, mais j'ai aussi des branches un peu floues, et puis j'ai vraiment une enfilade d'arbres plus ou moins nette, et ça donne une profondeur à la forêt qu'on n'aurait pas du tout si on avait juste un seul plan d'arbre. Donc, très important, et c'est une règle qui s'applique toujours en photo de paysage, presque toujours, avoir plusieurs plans, hein. Avant-plan, plan intermédiaire et l'arrière-plan, c'est toujours quelque chose à regarder quand vous faites vos photos. Chercher l'équilibre, ça c'est clairement le plus difficile, et il n'y a pas vraiment de formule magique. C'est quelque chose qui se travaille, c'est vraiment travailler son œil, regarder peut-être beaucoup d'autres photos, aller voir des peintures classiques dans un musée, c'est quelque chose que vous allez pouvoir travailler
et apprendre, parce qu'il n'y a pas de formule magique ici. Je l'ai fait un peu naturellement, et vous voyez la masse ici d'arbres, elle est un peu équilibrée par la partie ici à droite. Si j'enlevais ça, j'aurais ce serait fort chargé à gauche, tandis que ce serait assez vide à droite. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait un peu naturellement quand on a l'habitude de faire beaucoup de photos, et on ne sait pas l'apprendre. Pour moi, on ne sait pas l'apprendre dans les livres, c'est vraiment essayer beaucoup de compositions, faire des calages différents. Et il ne faut pas hésiter aussi à essayer de recadrer après en post-traitement aussi, parce que parfois, on cadre pas tout à fait bien la prise de vue et on peut retrouver un cadrage intéressant. C'est une bonne façon d'apprendre et il faut pas se restreindre à ne pas recadrer en post-traitement. Ici, d'ailleurs, quand je la revois, je vois que l'arbre ici, personnellement, en fait, en arrière-plan, ce serait peut-être mieux de le couper parce que il gêne un peu le bord du cadre, tandis que de ce côté-ci, c'est beaucoup plus ouvert. Et c'est une autre chose à garder en tête, c'est d'essayer d'avoir les bords du cadre qui sont dégagés. Vous voyez qu'ici, ils sont aussi relativement dégagés. J'ai pas une grosse masse noire. Pareil ici, chaque fois au bord du cadre, j'essaye d'avoir une zone plus claire pour entourer les arbres plus sombres. Alors une chose aussi, se retourner. Même si souvent au bois de Halle on a tendance à faire les photos directement en direction du soleil, ça peut être intéressant aussi de temps en temps de regarder de l'autre côté et de faire des cadrages un petit peu comme ça. Personnellement ça me plaît un peu moins, mais de temps en temps c'est aussi intéressant de faire des images comme ça et ça montre un autre côté de la forêt, ça permet d'avoir, si on fait une série, des images différentes. J'en parlais tantôt avec le soleil, les lignes de force, naturellement, vous allez voir, en fait, le soleil crée des lignes de force avec les ombres des arbres. Puis ici, on avait ce bout de bois en plus qui vient rajouter une ligne de force en plus. Et vous voyez, tout guide en fait vers le soleil naturellement, vu que c'est organisé comme ça. Et ça marche très très bien. Et donc, après, en post-traitement, vous pouvez légèrement accentuer la source lumineuse du soleil. Et ça permet d'avoir une image qui est vraiment naturellement lisible, malgré le fait qu'en fait ce soit très chargé, avec plein de petits détails partout. Vraiment, chercher des lignes de force, pareil, c'est quelque chose qui s'applique pour toutes les photos de paysages, pas seulement ici. Et une dernière chose, je l'ai déjà dit, essayer de se rapprocher du sol. En fait, plus vous allez être haut, plus vous allez voir de verre entre les jacinthes, plus vous allez vous mettre bas, plus le tapis va devenir uniforme. Après, si vous allez trop bas, vous allez juste avoir une ligne de jacinthe. Donc, il faut trouver un équilibre, se mettre à 1 mètre plutôt qu'à 1,50 m, 80 cm. Essayez de faire des photos à des hauteurs différentes parce que ça permet vraiment de varier, en fait, la forme du tapis. Et une dernière chose pour ceux qui ont un gros téléobjectif, vous pouvez photographier les animaux. Ici, j'ai mis des chevreuils, mais il y a aussi des écureuils, il y a aussi toutes sortes d'oiseaux. Et les chevreuils sont ils sont peu craintifs, ils se tiennent quand même assez loin, mais il y a moyen au 600 mm de temps en temps de les avoir. Mais il faut bien les observer parce qu'ils sont pas c'est pas facile de les repérer en fait. Mais ça permet de nouveau de diversifier un peu les photos et de pas juste faire de la photo pour avoir de la photo animalière, mais dans un paysage. C'est pas de l'animalier où on a un gros plan sur le chevreuil, ça n'a pas forcément d'intérêt de faire ça là-bas, mais essayer d'inclure l'animal dans le paysage. Ici, typiquement, j'ai utilisé les deux arbres, je me suis mis à pleine ouverture pour flouter, et ça permet de faire ressortir le chevreuil, et ici, c'est un peu la même idée, utiliser un cadre dans le cadre, en fait, une technique assez classique pour la photo. Donc, c'en est tout pour ce qui est de la prise de vue, et je vais terminer par vous donner quelques explications sur le post-traitement sans vous faire un cours complet parce qu'il nous faudrait vite 1 heure de plus. Alors, l'intérêt du post-traitement, et c'est une question qui revient souvent, c'est pour moi un fichier RAW, c'est un peu comme un négatif de photo argentique en fait. Il a besoin d'être développé, c'est assez terne. Je vois que Marc demande la balance des blancs, j'en parlerai juste après. Et donc, pour moi, un fichier, ça se développe. Si vous faites des photos à l'iPhone là-bas, vous allez voir que elles vont être beaucoup plus belles que votre photo. Bon, le traitement va être plus joli que votre photo au boîtier. Donc, c'est vraiment nécessaire pour moi de faire un petit peu de post-traitement pour accentuer la lumière, venir travailler la balance des blancs, ajouter un peu
de caractère à l'image et lui donner une touche plus personnelle. Je vois que Erwin demande des conseils pour se passer du trépied. Ben, c'est tout à fait possible de se passer du trépied. On va juste être obligé alors de monter un petit peu les ISO pour avoir une vitesse suffisante. Et au niveau du cadrage, c'est parfois un peu plus compliqué, surtout si on est sur un gros téléobjectif, de faire un cadrage tip-top. Une solution, peut-être, c'est d'utiliser un monopode, pour si le problème est de porter le trépied, ou alors il faut essayer de se stabiliser au maximum, par exemple en s'appuyant sur un arbre, ça peut fonctionner, s'il y en a pas mal en bord de chemin. Mais bon, globalement, le trépied, ça peut vous permettre vraiment de peaufiner votre cadrage, ce que vous n'êtes pas forcément capable de faire à main levée, parce que quand vous êtes à 200, 300, 400 mm, vous tremblez et c'est difficile d'avoir le cadrage parfait. Après, si vous faites des photos au 24-105, là, c'est un peu plus facile. Alors, au niveau des logiciels, pour revenir rapidement, moi, j'utilise Lightroom et Photoshop. Si vous n'avez pas envie de payer l'abonnement, vous pouvez utiliser Luminar ou DxO qui sont pas mal. Et pour la réduction de bruit, je l'ai surtout utilisé sur les photos des animaux parce que là, j'étais obligé d'avoir une vitesse quand même assez élevée et qui fait quand même assez sombre. J'utilise Topaz Lab Denoise qui fonctionne très bien sur toutes les photos en fait en bruit élevé. Alors, pour revenir sur la balance des blancs, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Moi, j'ai tendance à souvent la laisser en automatique. Après, sur place, si vous voyez que l'automatique fait n'importe quoi, vous pouvez essayer de la mettre en lumière du jour fonctionne bien. Ça permet d'avoir un équilibre globalement entre le chaud et le froid, comme je mentionne ici. Je pense que c'est une bonne base de départ, lumière du jour, si vous voulez avoir une balance des blancs fixe. Après, personnellement, je l'ajuste presque toujours en post-traitement sur le fichier RAW. Ici, vous voyez deux photos avec une balance des blancs complètement différente. Au final, on n'a pas du tout la même ambiance. On a ici quelque chose d'assez froid, un peu plus dramatique, ici beaucoup plus chaud. Il faut pas hésiter à tester un peu des balances des blancs pour voir ce qui vous plaît le plus. Ce qui est important pour moi au niveau de la balance des blancs, c'est d'essayer d'avoir une certaine séparation des couleurs. Et ici, dans ces deux cas-ci, je les ai poussés un peu trop loin, et vous voyez que c'est soit tout bleu, soit quasiment tout jaune. Il y a un petit peu de bleu, mais les couleurs se séparent pas très bien. Donc, c'est à essayer de trouver un équilibre entre les couleurs froides et les couleurs chaudes, ce qui est pas facile. Vous voyez, quelques avant-après ici, là sans rentrer dans le détail, mais pour montrer un peu ce que j'ai fait, ici typiquement, j'ai exposé pour les hautes lumières, donc on a une photo assez sous-exposée, et puis je suis venu la rééclaircir. Et au niveau de la balance des blancs, vous voyez que j'ai vraiment un avant-plan qui est bleu-mauve, et puis des zones éclairées par le soleil, qui sont jaunes, un petit peu vert-orange, et il y a une bonne séparation des couleurs. Tandis que si on regarde ici, c'est aussi dû à l'heure de la prise de vue. Ces photos-ci ont été prises beaucoup plus tard, et donc la lumière était moins orangée, et donc elle se sépare moins bien du reste. C'est pour ça que vraiment l'heure après le lever du soleil est vraiment la mieux, parce que ça permet d'avoir une séparation naturelle des couleurs. Donc je vous montre un autre exemple ici, assez similaire. C'était le même matin, toujours la même chose, exposé pour les hautes lumières ici dans les détails, et puis venir rééclaircir après dans Lightroom. Ces photos-ci, elles ont été traitées uniquement avec Lightroom, je suis même pas allé dans Photoshop. Donc souvent remonter l'exposition, descendre les ombres et remonter les noirs, et ça permet d'avoir un rendu assez naturel. Et un dernier exemple ici, assez simple, là, globalement, j'ai juste un peu baissé l'exposition, je lui ai rajouté un petit peu du contraste, et je suis venu mettre un dégradé très léger sur le haut de l'image pour fermer. Et ça, tout est traité dans Lightroom, donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin, si vous avez les bonnes conditions, d'y passer 1 heure dans Photoshop. C'est vraiment fait en 5-10 minutes avec Lightroom. L'important, c'est vraiment d'avoir le bon cadrage, la bonne lumière et d'être au bon endroit. Et après, le post-traitement, c'est juste un détail en plus mais qui va venir finir l'image. Et donc, un dernier point sur l'harmonie des couleurs, je vais vous montrer 3 types d'harmonie qui fonctionnent bien là-bas et qui vont aider à équilibrer l'image. Alors, un assez classique, c'est un contraste de couleurs complémentaires. Ici, je dirais que le cercle chromatique n'est pas tout à fait juste, on est un peu plus sur du bleu comme ça et sur du jaune ici, mais on reste sur des complémentaires. Ça, c'est un contraste qui fonctionne toujours très très bien. Et donc là, avec l'outil
teinte, saturation, luminosité de Lightroom, par exemple, vous pouvez changer très très légèrement les couleurs pour qu'elles s'harmonisent. Il faut pas pousser ça trop loin et avoir des jacinthes qui deviennent magenta fluo ou bleu très très froid. Après, c'est un peu un traitement créatif, donc c'est un choix personnel. Une autre idée, ici la photo ne s'y prêtait pas vraiment, mais je voulais quand même vous en montrer une. Faire du monochrome, notamment si on a, pardon, s'il y a pas mal de brouillard, on peut donner une ambiance très froide si vous y allez avant le lever du soleil, par exemple, et faire quelque chose de plus monochromatique, bleuté, ça peut être intéressant. On voit pas beaucoup de photos comme ça là-bas, et donc c'est à essayer. Et puis, une autre harmonie qui fonctionne très bien, c'est la diade, et donc là, on n'est plus tout à fait sur des couleurs complémentaires, elles sont un peu plus rapprochées au niveau du cercle chromatique. Et donc on a des orange un peu jaune et voilà, ici pareil, on est plus sur ça et ça que les deux ici. Et pareil, c'est des harmonies qui sont très agréables à l'œil et naturellement, c'est des couleurs qui sont assez, des harmonies de couleurs qui sont assez plaisantes. Et donc ça fonctionne toujours très bien. Donc voilà, c'en est tout pour ce qui est de la présentation. Je voulais savoir si vous avez des questions. Je peux y répondre maintenant. Alors je vois que Erwin redemande quelles ouvertures j'utilise. Il n'y a pas vraiment de règle absolue parce que en fait l'ouverture ça change notamment en fonction de la focale où vous êtes. Donc plus vous zoomez, plus votre profondeur de champ va déjà être réduite. Mais globalement, moi je vais de f5.6 jusqu'à f13, f16 à peu près. Ça dépend un peu de l'effet que je vais avoir. Si je veux avoir vraiment une photo très très nette, par exemple celle-ci, elle est globalement nette quasiment partout, sauf sur l'arrière-plan. Elle doit être prise à peut-être f11, j'ai plus les détails en tête. Tandis que une photo comme celle-ci, elle est prise à f5.6, et donc là, on a vraiment qu'une toute petite zone nette en fait. Et ça, ça crée un effet de profondeur. Il y a une remarque très importante qu'on n'a pas lue, qu'on a gardée pour la fin. C'est celle de Jérôme qui dit Oui, ça donne vraiment envie d'aller faire un tour là-bas. oui, ça je peux. Ça vaut vraiment la peine d'y aller au moins une fois dans sa vie, surtout pour les Belges qui ont la possibilité d'y aller facilement. C'est vraiment c'est une atmosphère très spéciale. Et je disais ce matin à la personne de la RTBF, elle a notamment enregistré tous les sons. C'est vraiment très particulier quand on y va tôt le matin. C'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller en forêt tôt le matin, c'est vraiment très très agréable. Et en plus, le paysage est vraiment unique au monde. Il y a très peu d'endroits où il y a une forêt comme ça. Ça se retrouve un peu en Angleterre, mais souvent c'est des endroits plus fouillis, tandis qu'ici, je pense notamment dû au fait que ça a été fait, planté par l'homme, il y a des zones vraiment très très ouvertes et très dégagées. Et donc vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, de préférence tôt le matin pour être tranquille. Ouais. Il y a encore deux questions de Jérôme et d'Annabelle. D'abord, le bracketing, Oui. tu le trouves utile ou pas dans le pays? Moi, en photo de paysage, parce que je vois que c'est ça qui demande, en photo de paysage, je l'utilise assez souvent dès que je suis dans une zone où il y a dans une exposition où il y a trop de contraste. Donc, par exemple, je pourrais reprendre celle-ci, j'avais fait un bracketing. Au final, je l'ai pas utilisé, mais typiquement, j'aurais pu l'utiliser pour récupérer un peu plus de détails sur le soleil et avoir un peu moins de bruit dans les ombres. Au bois de Halle, comme on est souvent plus au téléobjectif et qu'on n'a pas le soleil directement dans le cadre, on peut s'en passer la plupart du temps. Mhm. Et Annabelle voulait simplement savoir si tu peux rappeler Oui. l'intérêt du filtre polarisant. L'intérêt du polarisant ici, c'est clairement de supprimer en fait les reflets du ciel qu'on va avoir surtout sur les fleurs et les feuilles. Les feuilles des jacinthes ont un aspect un peu plastique comme ça, et donc elles ont tendance à fort refléter la lumière, et ça fait des zones, je peux peut-être montrer sur la dernière photo ici. Oui, on le voit pas forcément très très bien, mais j'ai peut-être utilisé le polarisant, mais ça fait vraiment des zones de haute lumière, parfois très marquées, et donc avec le polarisant, on peut supprimer cet effet-là en fait, ou en tout cas le réduire. Voilà. La question d'Erwin, pour terminer, c'est dans quelle émission passera ce En reportage? fait, c'est pas un reportage télé, ça passera à la radio, et il y aura aussi un article sur leur site internet en fait, avec des explications. Donc c'est en radio, mais ils m'ont pas donné d'informations. C'est dans les infos, mais je ne sais pas quand. Donc ça, ils ne savaient pas non plus en fait.
Mais il y aura de toute façon l'article sur le site internet avec l'interview complète. Je pense que ça doit être la dernière question qu'on a reçue. Ah, il y a une dernière question sur si ça sera visible sur YouTube. Je vois normalement, oui, si je ne me trompe pas, Francis. Sur Facebook, donc la Ah oui, page sur Facebook. Sony Belgium. Oui, donc il sera sur Sony Belgium et moi je le remets, je le repartagerai sur mon site internet aussi pour ceux qui veulent le retrouver à cet endroit-là. D'office, tout le monde qui s'est inscrit recevra demain le lien vers la page Facebook, comme ça ils peuvent le regarder à votre aise Ah oui, quand on a. parfait. C'est Voilà, parfait. c'était effectivement parfait. Un grand merci à lui. Merci Francis et merci à tous d'avoir été présents. C'est toujours agréable. Comme je lis, c'était très instructif, comme tout le monde dit. Voilà, donc un grand merci et merci à tout le monde d'avoir regardé. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été présents. Au revoir. Et bonne photo.